Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde et dans cet nouvel épisode de Géopolitica. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène ou d'une partie de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est en cours, qui est aujourd'hui selon moi assez peu évoquée. Il y a très peu de médias qui en parlent. C'est la logistique, parce que la logistique est une composante ultra importante de la guerre, dans les guerres modernes, mais au final ça a quand même toujours été le cas aussi dans les guerres plus anciennes, mais c'est d'autant plus importante dans les guerres modernes. Et c'est cette partie qu'on va voir ensemble aujourd'hui qui pourrait pour moi aussi déterminer la réussite ou l'échec de la contre-offensive annoncée par les Ukrainiens. Donc voyons ça tout de suite ensemble. Donc, comme on peut le voir sur cette première illustration, ici vous avez un véhicule de transport d'essence blindé qui permet de pouvoir transporter de l'essence et approvisionner les véhicules blindés, notamment les chars, sur la ligne de front en évitant les balles. Commençons d'abord par une première petite citation. Les amateurs discutent tactique. Les professionnels discutent logistique. Petite phrase de Napoléon Bonaparte. Bon, en sachant que c'est assez ironique puisque Napoléon Bonaparte a lui-même connu de très gros problèmes logistiques lors de sa campagne de Russie, en étant pris par la distance de la France et par différents problèmes météo et logistiques. Mais ça montre quand même qu'un grand stratège comme Napoléon Bonaparte avait déjà compris qu'il était très important pour la réussite d'une offensive de bien gérer sa logistique. Bon, déjà, commençons un petit peu quand même par une définition, parce que du coup, qu'est-ce que c'est que la logistique, et surtout, qu'est-ce que c'est que la logistique appliquée à l'armée? Donc ici, ça peut se définir comme l'ensemble des activités qui visent en toutes circonstances à donner aux forces armées, au moment et à l'endroit voulu. Donc ça aussi, c'est très très important, parce que on peut avoir tout le matériel qu'il faut, mais si le matériel il est pas là au moment où il le faut et à l'endroit où il le faut, surtout que des fois les fronts peuvent être très grands, ça n'a aucun intérêt. Et donc qu'est-ce qu'on va donner? On va donner les moyens donc de vivre, donc toute la nourriture, les rations alimentaires, l'eau, comme ça, qui peut être très importante et puis qui peut varier de manière importante en fonction de d'où se situe la bataille. Comprenez bien par exemple que si on fait une bataille dans le désert, on va avoir besoin de beaucoup d'eau que si on fait une bataille dans un pays plus tempéré tel que l'Europe. On a aussi donc l'approvisionnement des moyens de combattre, donc principalement les munitions. Encore une fois, les bonnes munitions aux bons endroits au bon moment. De se déplacer, donc il faut les véhicules aussi. Par exemple, s'il y a une offensive en cours, il faut aussi les véhicules pour que les troupes puissent suivre, pour que s'il y a une brèche qui est enfoncée par des troupes d'élite, par exemple, que le reste des troupes puissent suivre et sécuriser vos arrières, c'est important. Et aussi assurer la maintenance des équipements. Il arrive assez souvent que les équipements militaires tombent en panne, notamment les véhicules blindés, ça tombe très souvent en panne, et donc il faut que vous ayez les mécaniciens proches, que vous ayez les pièces de rechange disponibles, que rapidement vous puissiez réparer vos appareils, vos aéronefs ou vos blindés pour qu'ils puissent repartir le plus rapidement à l'attaque. Alors avant de vous parler réellement de l'Ukraine, ici, on va voir ensemble deux cas. Une guerre qui a été gagnée grâce à la logistique et une guerre qui a été perdue à cause de la logistique. Donc l'une des principales guerres qui a été gagnée grâce à la logistique, c'est la guerre des 6 jours. Donc la guerre des 6 jours est une guerre qui a opposé Israël à 3 pays, donc à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, qui étaient ses proches voisins. Pour vous expliquer plus dans le contexte, je vous propose de regarder maintenant une petite vidéo
explicative du conflit. La guerre des 6 jours, également connue sous le nom de guerre de juin ou guerre israélo-arabe de 1967, était un conflit militaire entre Israël et plusieurs États arabes, dont l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, qui a eu lieu en juin 1967. La guerre avait ses racines dans le conflit arabo-israélien en cours, qui s'était intensifié au cours des années précédant la guerre. En mai 1967, les tensions entre Israël et ses voisins arabes ont atteint un point d'ébullition lorsque l'Égypte, sous la direction du président Gamal Abdel Nasser, a commencé une accumulation de troupes dans la péninsule du Sinaï, qu'Israël considérait comme une menace pour sa sécurité. En réponse, Israël a mobilisé ses propres troupes et les a mises en état d'alerte maximale. La guerre a commencé le 5 juin, lorsqu'Israël a lancé une attaque surprise sur les aérodromes égyptiens, détruisant la majeure partie de l'armée de l'air égyptienne au sol. Cela a donné à Israël une supériorité aérienne, qu'il a utilisée à bon escient pendant le reste de la guerre. En succession rapide, Israël a également lancé une invasion terrestre de la péninsule du Sinaï, où il a rencontré et vaincu l'armée égyptienne. Pendant ce temps, la Jordanie et la Syrie sont entrées en guerre, attaquant respectivement Israël par l'est et le nord. Cependant, Israël a pu repousser ses deux armées et s'emparer de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et des hauteurs du Golan. À la fin de la guerre, le 10 juin, Israël avait remporté une victoire décisive. Il avait vaincu les armées égyptiennes, jordaniennes et syriennes et capturé une grande partie du territoire, y compris la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie et les hauteurs du Golan. Au cours des années suivantes, l'ONU a adopté plusieurs résolutions appelant Israël à se retirer des territoires qu'il avait capturés pendant la guerre, mais Israël a refusé de le faire. Les questions liées à la guerre et aux territoires occupés restent à ce jour non résolues et sont une source majeure de tensions dans la région. Donc voilà donc un petit résumé rapide de la guerre des 6 jours, et maintenant essayons de comprendre en quoi la logistique a été un atout majeur pour l'armée israélienne. Donc comme on voit, on a dit, donc c'est le 5 juin 1967 que les combats vont commencer. Et entre 7h15 et 10h15, donc seulement en 3 heures, l'aviation israélienne va détruire 286 avions égyptiens détruits sur les 340 en sa possession. Et ça, grâce principalement à sa logistique. Encore un peu plus tard dans la journée, c'est 88 avions syriens et jordaniens qui seront détruits. Donc ça fait qu'en plus d'une journée, Israël a engagé la quasi-totalité de son armée de l'air et effectué plus de 500 sorties en une seule journée. Et donc, là où elle était grandement préparée, c'est que toutes ces forces qu'elle possédait, donc tous ces avions qu'elle possédait étaient ultra bien maintenus, opérationnels, prêts au combat, ce qui déjà est une grande force d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue logistique, parce qu'il arrive très souvent dans les armées que malheureusement un certain nombre de vos aéronefs sont en maintenance, sont pas prêts ou ont des turbines à changer. Et là, Israël l'avait anticipé, avait vu depuis plusieurs mois qu'il y avait une montée des tensions, donc avait engagé un nombre important de techniciens, avait un nombre important de pièces détachées sur ces aéronefs, qui d'ailleurs à l'époque étaient principalement des aéronefs français, de conception française. Et ensuite, elle a pu donc effectuer en une seule journée ces 500 sorties et utiliser la totalité de ces avions. En plus, son ravitaillement, donc en carburant et munitions, s'est effectué en moyenne en seulement 7 minutes. C'est strictement rien du tout. Ça veut dire qu'un avion atterrissait, il allait dans le hangar, il lui remettait du carburant, des munitions, et en 7 minutes, il avait redécollé. Il faut savoir qu'en moyenne, dans l'aviation à l'époque moderne, il faut à peu près, on estime à peu près à 20 minutes minimum pour effectuer ce ravitaillement en carburant et en munitions. Et là, la logistique était tellement bien préparée par les Israéliens qu'en seulement 7 minutes, ils ont pu le faire. Et donc en une journée, toute l'aviation ennemie, quasiment toute l'aviation ennemie, a été détruite. Ce qui fait qu'ils n'avaient plus aucune couverture aérienne pour pouvoir défendre leurs troupes. Et ensuite, les Israéliens ont pu lancer du coup leur offensive terrestre en ayant eux aussi
Du coup, de leur côté, leur propre aviation qui était quasi intacte. Il y a eu, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'avions israéliens détruits seulement sur les 400 qu'ils possédaient. Et donc ils ont eu une supériorité totale, ils ont pu écraser complètement l'armée égyptienne, qui pourtant en nombre et normalement en qualité matérielle était supérieure, sauf qu'ils n'avaient plus du tout de supériorité aérienne, ils pouvaient plus voir où était l'ennemi en avance, là où Israël a eu tout le poids de son aviation, aussi bien pour des sources de renseignement que pour des sources réelles de bombardement. Donc grâce à ça, après cette première journée, en 5 jours, Israël a pu conquérir de vastes territoires et a pu gagner cette guerre. Donc Israël a fait preuve d'une très grande tactique au niveau logistique, et ce qui lui a fortement bien réussi. Maintenant, voyons une guerre perdue à cause de la logistique. Et donc cette fois, on va aller lors de la Seconde Guerre mondiale et sur le front Est. Donc, le front Est qui opposait l'Allemagne nazie à l'URSS. Donc dans le front Est, déjà, pourquoi est-ce que c'était une logistique impossible? Déjà, on a la longueur de front. Lorsque l'Allemagne donc envahit l'URSS, elle attaque sur 3 fronts différents. Un front nord vers les pays baltes, un front au milieu, je sais pas comment dire ça, mais un front vertical qui va vers Moscou et un front sud qui avait pour but de récupérer le pétrole du Caucase. Donc comme on peut voir sur cette carte, on voit donc ici la longueur du front, donc qui s'est étendue de Leningrad jusqu'au sud de Stalingrad, et donc plus de 2200 kilomètres de front. Ce qui est donc énorme, puisqu'il faut ravitailler ces différents fronts. Il faut ravitailler les différents personnels. Il y avait à cette époque-là plus d'1 million de soldats de la Wehrmacht qui étaient engagés sur ce terrain d'opération. Donc il faut toujours leur ramener à manger, à boire, des munitions au bon endroit, au bon moment, parce que pareil aussi, les lignes de front ne bougeaient pas forcément pareil de tous les endroits, donc à des moments, certaines lignes de front avançaient plus que d'autres, donc eux avaient besoin de plus de munitions, de choses comme ça, alors que d'autres en avaient pas, donc ça requérait une logistique complètement folle, et en sachant que le front commençait à devenir, plus il avançait, plus le front était éloigné de l'Allemagne réellement, et donc plus les distances à parcourir pour approvisionner les troupes étaient longues et compliquées. Autre problème qu'il y a eu, c'est que les pays conquis, donc notamment l'Ukraine, Biélorussie et les pays baltes, donc qui à cette époque faisaient partie de l'URSS, ne disposaient que de peu de routes. Donc c'était compliqué pour approvisionner les lignes, et notamment il y avait beaucoup d'approvisionnement qui devait se faire directement par les champs, ce qui un peu plus tard a pu poser problème à l'Allemagne nazie, notamment lorsqu'il y a le phénomène de la Raspounitsa qui existe dans les pays de l'Est. Donc c'est le moment en fait où la neige fond, donc après l'hiver en fait, toute la neige fond et les champs deviennent une espèce de grands champs de boue, et donc il est très difficile de traverser à travers champs. C'était très compliqué, et donc l'approvisionnement de l'Allemagne devait passer soit par des petits chemins, mais du coup qui se retrouvaient embourbés, du coup c'était très compliqué, ils avaient beaucoup de mal à avancer, d'autant plus qu'à cette époque-là ils n'utilisaient pas non plus que des véhicules mécanisés, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y avait encore des chevaux qui étaient utilisés pour gérer la logistique, choses comme ça. Sauf que les chevaux s'embourbaient, les chariots s'embourbaient dedans, et donc l'Allemagne nazie a eu de très très gros problèmes à avancer et s'est retrouvée bloquée en fait aux portes de Moscou, notamment du fait qu'ils n'arrivaient plus à approvisionner aussi bien leurs combattants, et donc c'est devenu très compliqué pour eux pour avancer plus.
Autre problème qu'ils ont pu avoir, puisque au début du coup l'Allemagne nazie, ayant compris donc effectivement qu'il y avait peu de routes dans ces pays, ils ont souhaité donc utiliser les voies de réseau ferré, qui est effectivement un moyen qui permet de bouger facilement des troupes et du matériel lourd sur une grande distance à moindre coût et rapidement. Sauf que le problème, c'est qu'en URSS, l'écartement des voies pour le réseau ferré n'est pas le même qu'en Allemagne. Donc en fait, les Allemands n'ont jamais pu utiliser les voies de réseau ferré depuis l'Allemagne. C'était pas possible. Ils ont réussi à en utiliser un tout petit peu à l'intérieur des pays conquis sur un certain nombre de matériels qu'ils ont pu récupérer. Mais comme vous pouvez vous en douter, lorsque les troupes de l'URSS se sont retirées, ils ont détruit la plupart de leurs équipements, puisqu'ils savaient que l'Allemagne nazie aurait pu utiliser ces équipements pour par la suite approvisionner justement ses troupes et ce front. Donc au final, les voies ferrées ont été très peu utilisées, ce qui a encore plus compliqué la tâche de l'Allemagne nazie. Un quatrième point aussi, ça a été le manque de pétrole pour l'Allemagne nazie, puisque l'Allemagne nazie avait un gros problème d'approvisionnement de pétrole. En effet, l'Allemagne même encore aujourd'hui n'a aucune réserve en soi de pétrole. À cette époque-là, ils avaient réussi à faire de l'essence synthétique à partir de charbon, mais c'était de l'essence plutôt de mauvaise qualité. Bon, ça avait quand même dans les chars, mais elle était plutôt de mauvaise qualité, pas en abondance énorme. Et donc au final, le seul allié de l'Allemagne qui lui fournissait réellement du pétrole, c'est la Roumanie, qui avait du pétrole, mais néanmoins c'était quand même en quantité assez limitée, et donc ce qui encore une fois a freiné la progression des Allemands, puisqu'en fait ils ne pouvaient pas suivre, la logistique n'arrivait pas à suivre, les camions n'arrivaient pas à emmener les troupes à temps, choses comme ça, alors que le front se délitait devant eux. Mais en fait, ils n'arrivaient même pas à avancer assez vite de ce qu'ils voulaient, où il n'y avait pas assez de nourriture. Et donc ça a été un gros problème. Et probablement l'une des aussi grosses erreurs tactiques de l'Allemagne nazie aussi a été, donc comme je l'avais dit précédemment, d'avoir une très grande longueur de front. Si vous voulez juste mon avis, ils auraient mieux fait de conquérir tout l'URSS Sud, aller jusque dans le sud et trouver les gisements de pétrole azéri qu'il y avait dans le Caucase, pour pouvoir ensuite mener un front et aller conquérir Moscou et Saint-Pétersbourg par la suite. Et ils ont décidé de s'éparpiller, d'avoir un grand front sans pétrole, et malheureusement pour eux, heureusement pour les Alliés, et bien l'Allemagne nazie s'est écroulée par la suite. Et n'ayant pas pu prendre assez rapidement la capitale, l'URSS a eu le temps de gérer, a eu le temps de se réorganiser, de créer des nouvelles usines plus à l'est, et eux de réapprovisionner tout leur front comme ils le souhaitaient. Et ensuite ils ont initié leur contre-offensive au bout de 2 ans de guerre. Et enfin, il y a eu la politique de la terre brûlée par l'URSS. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, donc l'URSS en fait dans sa retraite détruisait tout, toutes les usines, il minait tous les champs, il détruisait tout ce qu'il pouvait dans les champs, il brûlait toutes les récoltes pour que les nazis ne puissent pas utiliser ça à leur avantage. Et donc ainsi, en gros, toute la nourriture pour le front, toute l'eau, les ravitaillements qu'il fallait, devait venir en fait directement de l'Allemagne nazie. Or, plus le front avançait, plus l'Allemagne nazie dans ses frontières avant la guerre était loin, et donc plus il était difficile d'approvisionner le front. Donc voilà un bon exemple de comment, avec une logistique impossible, une logistique pas réfléchie et pas intellectualisée, l'Allemagne s'est écroulée pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Bon, parlons maintenant enfin de la logistique de la guerre en Ukraine. Commençons par la phase 1. Donc l'attaque russe de février 2022. Donc lors de cette attaque fulgurante, la Russie s'est retrouvée avec des grosses difficultés pour approvisionner notamment son front nord autour de Kiev.
En effet, on a estimé qu'il fallait à peu près 350 tonnes de ravitaillement par jour sur ce front. Or, mais comme vous le savez probablement, vous avez déjà entendu parler, les Russes, ils espéraient une prise de Kiev en une semaine. Donc la logistique, elle n'était pas vraiment préparée. Pour eux, ils allaient foncer dedans, tout allait s'écrouler, l'armée ukrainienne n'allait rien faire, la population allait les accueillir à bras ouverts, et donc il n'était pas nécessaire d'avoir des munitions pour un combat très long, il n'était pas nécessaire d'avoir des grosses rations. Apparemment, il disait que les militaires, selon certains témoignages, avaient 3 jours de rations sur eux. Voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Et au cas où, quand même, la Russie avait quand même prévu un petit coup, c'était la prise de l'aérodrome de Hostomel, qui est au nord de Kiev, qui devait être leur plaque tournante justement de leur logistique, avec des avions de ravitaillement en troupes, en matériel, une chose comme ça. Or, comme je pense qu'on en avait probablement entendu parler, la bataille d'Hostomel a été un échec cuisant pour la Russie, qui a perdu énormément de forces spéciales, et donc les Ukrainiens se sont énormément battus, ont repris le contrôle de l'aérodrome, ont détruit les pistes d'atterrissage pour empêcher les avions d'atterrir, sachant qu'il y avait déjà un certain nombre d'avions qui étaient en vol et qui devaient atterrir directement, puisque selon les plans de l'armée russe, ça devait s'écrouler en quelques minutes, et donc les avions devaient arriver avec du matériel, des troupes, des munitions. Or, la bataille étant féroce et de nombreux hélicoptères russes ayant été abattus et étant même sur la piste d'atterrissage, ces avions ravitaillement n'ont jamais plus arrivé. Donc ainsi, les Russes se sont retrouvés coincés sur certaines routes. En plus, les Ukrainiens se sont retrouvés des fois à détruire certains ponts, ce qui fait que on est arrivé des fois avec des colonnes de chars énormes sur plusieurs dizaines de kilomètres qui ne pouvaient plus avancer, et qui étaient sur la route mais qui ne pouvaient plus avancer, et qui là aussi étaient bloqués par la Raspounitsa, comme je l'avais évoqué avant pour les nazis. Eh bien, les Russes ont eu exactement le même problème, ça se passe dans les mêmes zones, les champs étaient complètement boueux, et donc tous les blindés s'embourbaient. Enfin, on a vu les images, les blindés essayaient d'aller dans les champs et s'embourbaient, ils n'arrivaient pas à avancer. Enfin, et on s'est même retrouvé à ce qu'il y ait certains chars qui se retrouvent sans carburant, et puis du coup les équipages obligés d'abandonner les chars sans carburant parce que ils pouvaient plus avancer, ils n'avaient pas de ravitaillement. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Ukrainiens, surtout à cette époque-là où ils étaient vraiment en sous-effectif, et surtout ils avaient des munitions bien moindres que la Russie. Eh bien, les Ukrainiens ont visé délibérément les camions de réapprovisionnement. On dit, il y a trop de chars, il y a beaucoup trop de chars, il y a beaucoup trop d'hommes face à nous, on n'arrivera pas en face à face à les détruire, mais par contre, vu que les Russes vont le plus vite possible et ne couvrent pas leurs flancs, et en fait on va détruire tous les camions de ravitaillement, que ce soit d'essence ou matériel, et donc ce qui a fait que les chars à l'avant ne pouvaient plus progresser parce qu'il y avait plus à manger. Donc on a vu certains soldats ukrainiens certains soldats russes être obligés d'aller piller des magasins pour se nourrir. Comme je disais, on a vu des blindés russes qui ne pouvaient plus avancer, et donc au final, les Russes vont être obligés de se retirer du nord de l'Ukraine pour se concentrer sur le Donbass. Donc comme on peut le voir sur les différentes images et vidéos que je vais vous montrer, donc là on voit bien que les Ukrainiens visent délibérément les camions de ravitaillement en pétrole, et que un peu plus tard on voit des images de tracteurs qui sont en train de tirer des blindés russes qui se sont retrouvés là, abandonnés, parce que leurs occupants en fait n'avaient plus de pétrole. Et donc c'est super pour l'armée ukrainienne, ils ont pu récupérer plein de blindés gratuitement, il n'y avait plus qu'à remettre de l'essence dedans et repartir à l'attaque. ce qui est quand même assez hallucinant. Et enfin, une autre image que je vais vous montrer, voilà, par exemple, des attaques qui se sont passées. Donc là, en l'occurrence, c'est une attaque qui s'est passée
à côté de Sumy, dans le nord de l'Ukraine, et donc on voit tout le matériel russe complètement détruit par les frappes d'artillerie. Горить нахуй все, блядь, ёбані матері, блядь. Пацани таряться, блядь. Все, що можна, нахуй, пись. Et voilà. Donc comment détruire une armée quand on est en infériorité? Eh ben, faut détruire son approvisionnement à l'arrière. Vous détruisez ses camions et vous faites exactement ce qui s'est passé au tout début de la guerre. Au final, les Russes ont dû se retirer du nord de l'Ukraine parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'approvisionner, que ce soit en matériel, en chars. Enfin, ça a été un désastre pour eux d'un point de vue nombre de morts en plus qui est arrivé. Donc ils ont au bout d'un mois, ils ont dû se retirer, se concentrer sur le Donbass. Après, donc on a eu la phase 2. Donc là, c'est la phase de stabilisation du front. Donc après, dans la phase de stabilisation, on a un premier problème logistique important qui va arriver à l'Ukraine. Donc c'est l'arrêt quasi total de l'importation de gaz russe vers l'Union européenne. Or, l'Ukraine aussi, avant, donc dépendait du gaz et du pétrole russe, évidemment, en partie, notamment jusqu'en 2016, et donc en 2016, elle avait décidé d'arrêter complètement son importation de gaz et de Russie. Et donc tout son approvisionnement en carburant venait de l'Union européenne, directement de l'Union européenne. Or, l'Union européenne, arrêtant elle-même son importation de gaz et de pétrole de Russie, ça a pu poser un gros problème en Ukraine. On se dit, est-ce qu'on va avoir assez de pétrole? Est-ce que les Occidentaux vont nous donner assez de gaz et de pétrole pour continuer la guerre, en sachant que eux-mêmes sont menacés par ce manque? On doit rappeler, l'Union européenne, on a tous pensé l'hiver dernier qu'on allait avoir des coupures de courant, des choses comme ça, qu'on n'allait pas avoir s'approvisionner. Et donc là, ça a été un gros problème pour l'Ukraine et la Russie, pour l'Ukraine. Mais heureusement pour eux, l'Union européenne ne les a pas laissés tomber et a continué à les approvisionner quand même en gaz, puisqu'ils ont trouvé donc d'autres sources de gaz. Donc comme on peut le voir sur ce graphique, qui était l'approvisionnement de l'Union européenne entre octobre 2021 et donc octobre 2022. Donc la Russie et l'Europe de l'Est en fait représentaient 36% de l'approvisionnement du gaz en octobre 2021, et en octobre 2022 ils ne représentaient plus que 8%. Donc l'Union européenne a dû aller chercher d'autres sources d'approvisionnement, notamment l'augmentation des flux depuis la Norvège et le Royaume-Uni en mer du Nord, une grosse augmentation du gaz naturel liquéfié, donc principalement des États-Unis, du Qatar, un petit peu de l'Australie, et une petite augmentation du reste de l'Azerbaïdjan, mais bon, on n'a pas vraiment les infrastructures faites pour, et un petit peu de l'Afrique du Nord, notamment Maghreb et Libye, qui a un petit peu augmenté. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu aussi une montée en puissance de l'approvisionnement occidental en armes, vivres et carburant. Cela s'est principalement joué à Wrocław, pardon pour l'accent, donc en Pologne, qui est devenue la plaque tournante de l'approvisionnement militaire en Ukraine. Donc c'est une petite ville à l'est de la Pologne, et qui est donc à 200 km de la frontière ukrainienne. Et donc cette base est devenue une plaque tournante pour tout l'approvisionnement, notamment d'armes. Donc ici vous pouvez voir, ce sont des missiles anti-chars Javelin de fabrication américaine. Donc vous voyez ici, et donc là c'est sur le tarmac de cet aéroport, qui est devenu donc une plaque tournante. Et ici vous pouvez voir l'approvisionnement d'un HIMARS, qui est un lance-missile, un système de lance-missile multiple, très utile pour les Ukrainiens. Je vous en parlerai plus tard. Celui-ci va jouer un rôle très très important
aussi dans la destruction de la logistique russe. Ensuite, donc on va avoir la phase 3, donc on a la montée en puissance ukrainienne, donc suite à tous ces réapprovisionnements, donc l'Ukraine devient de plus en plus armée, notamment avec du matériel occidental. Donc plusieurs gros approvisionnements lui sont arrivés, donc d'abord des armes légères, notamment donc des lance-missiles sol-air Stinger, donc qui permettent de toucher les avions et hélicoptères à courte portée. Les missiles Javelin, donc comme je vous en ai parlé juste avant, donc qui sont des missiles anti-chars très efficaces et qu'on a vu à de nombreuses reprises sur le théâtre ukrainien. Il y a aussi eu donc de l'artillerie et notamment des lance-roquettes HIMARS. Donc les lance-roquettes HIMARS sont un lance-roquettes multiple qui peut envoyer donc initialement les roquettes de base vont jusqu'à 80 km et ils peuvent être équipés de certaines roquettes qui peuvent aller jusqu'à 200 km. Au tout début de l'invasion, donc lorsque les États-Unis ont donné ces lance-roquettes HIMARS, ils n'ont souhaité donner donc que des lance-roquettes à 80 km parce que ils ne souhaitaient pas que l'Ukraine puisse aller taper à l'arrière du front et puisse taper la Russie sur son territoire propre. Donc voilà. Ça c'est à partir d'avril 2022. S'en est suivi après donc des frappes intenses de la Russie donc contre les infrastructures énergétiques et les centres urbains donc en hiver, donc dans le but principalement de démoraliser la population civile. Donc les gens se retrouvaient en hiver dans le noir, sans électricité, plus de gaz, plus de chauffage. C'est une stratégie qui est fortement discutable parce que une stratégie qui a plutôt renforcé la volonté des Ukrainiens, de ce que j'ai pu comprendre, contre eux, et donc ça a fait que la Russie a lancé quand même des grandes phases où a utilisé un nombre important de ces missiles longue portée dans ces frappes-là pour au final un résultat d'un point de vue militaire plus que discutable. Et donc après, donc pour faire face à ces vagues d'assaut qu'il y avait, donc l'Ukraine a réclamé et obtenu des systèmes de défense anti-aérienne longue portée. Notamment des systèmes donc français, des systèmes américains, et qui aujourd'hui portent fortement leurs fruits, puisque aujourd'hui la quasi-totalité des missiles balistiques ou de croisière lancés par les Russes sont interceptés par les systèmes ukrainiens de défense anti-aérienne. Et enfin, la dernière montée en puissance, c'est début 2023, donc les chars modernes qui sont livrés à l'Ukraine, après pareil de longues tergiversations. Donc les Occidentaux ont décidé de pouvoir fournir des chars Léopard qui sont de fabrication allemande, des chars aussi américains, dont je ne me souviens plus le nom, j'ai oublié le nom, mais en tout cas ils ont obtenu de très nombreux chars pour pouvoir du coup organiser cette contre-offensive. Donc grâce aux nouvelles armes que va obtenir l'Ukraine va commencer à détruire pas mal les centres logistiques russes en profondeur. Notamment grâce aux HIMARS ou encore aux canons César français, qui ont, comme je disais, des portées très longues de 40-50 km, qui sont supérieures en fait aux portées de l'artillerie russe, et qui permettent de taper des entrepôts russes que les Russes en fait ont implantés sur les territoires qu'ils ont conquis. Et il faut savoir que donc au début de la guerre, l'une des grosses doctrines russes, c'était de massifier les centres logistiques. Donc ils utilisaient de grands centres logistiques, de grands entrepôts avec énormément de munitions, vivres et autres qui étaient concentrés, et donc ça leur permettait effectivement des gains logistiques importants, et
tous les camions, choses comme ça, savaient exactement à quel point aller, c'était facile. On savait qu'il y avait peut-être 2-3 centres logistiques dans toute la région, tout le monde allait au même endroit, tout le monde se ravitaillait au même endroit, c'est là qu'il y avait les dépôts de carburant aussi, tout était au même endroit. Sauf qu'à partir du moment où les Ukrainiens ont eu une portée suffisante pour pouvoir toucher ces entrepôts, ça a commencé à être le carnage pour les Russes, puisqu'ils ont réussi à toucher des entrepôts blindés de munitions et provoquer des explosions gigantesques. Or, comme je disais, sans munitions, la Russie elle peut plus avancer, elle peut plus mener d'offensive, elle ne peut plus mener d'attaque. On peut voir ici par exemple, je vais vous montrer la vidéo d'une explosion c'est l'explosion d'un entrepôt de munitions en Crimée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de sacrées explosions. On peut voir des missiles qui sont en train de partir dans tous les sens, parce que tout est en train d'exploser. Donc là, c'est des semaines ou des mois de munitions qui partent en fumée en quelques minutes. Donc, ce qui porte un coup fatal à l'offensive russe qui ne peut plus avancer suite à ça. On peut aussi bien évidemment penser à l'explosion du pont de Crimée qui s'est passé lorsqu'un camion en fait a explosé sur le pont de Crimée. Donc en fait le pont de Crimée est un pont qui relie la Crimée au reste de la Russie continentale et donc qui permet un approvisionnement direct de la Crimée. Donc celui-ci a été mis en place à partir de 2016 et donc qui permettait à la Crimée, qui elle avait été annexée en 2014, de pouvoir être approvisionnée. Et donc c'est un grand centre, un grand passage logistique pour la guerre, surtout dans la région de Kherson, puisque en fait il y avait des milliers de camions et de trains qui passaient sur ce pont tous les jours. Or les Ukrainiens ont réussi à faire exploser le pont, donc les voies ferroviaires sont complètement détruites. Encore aujourd'hui, et quelques mois après l'attaque, les lignes ferroviaires ne sont pas rétablies. Pour ce qui est du pont routier, il est en partie rétabli, donc il y a quand même il y a 2 voies sur les 4 qui continuent à fonctionner, donc l'approvisionnement peut continuer. Mais bon, il est quand même largement diminué, puisque vous avez quand même, ils ont quand même détruit la moitié du pont. Donc ça c'était une grosse gros problème pour la Russie d'avoir le pont de Crimée attaqué. Et ce qui va c'est probablement l'une des raisons qui va mener qu'en novembre 2022, la Russie aussi se retire donc de la partie nord de Kherson, qui était impossible à tenir logistiquement parlant. Ils ne pouvaient juste pas la tenir, d'autant plus que donc le nord de la région de Kherson est séparé par le fleuve Dniepr, qui est quand même un super grand fleuve, il fait quand même plus d'1 kilomètre de large. Et que du coup les voies d'approvisionnement, notamment il y avait un pont, étaient sous le feu constant des Ukrainiens, et du coup les Russes n'arrivaient plus à approvisionner en nourriture et en munitions ces troupes, et donc plutôt que d'avoir des pertes importantes, parce que là ils risquaient d'avoir un effondrement de son armée, et donc du coup une perte énormément aussi de matériel et d'hommes, ils ont décidé de même de revenir de l'autre côté du Dniepr, de faire une retraite en bon ordre, plutôt bon ordre, bien que les Ukrainiens ont réussi à détruire quelques-uns de leurs chars et à récupérer quelques-uns de leurs chars, mais de manière générale c'était plutôt fait en bon ordre, mais d'un point de vue logistique ils ne pouvaient pas tenir. Enfin, voyons la dernière phase, du coup. Enfin, donc, la contre-offensive. Donc, la contre-offensive, elle a commencé au début du mois de juin, donc de cette année, début juin 2023. Et donc, voyons, d'un point de vue logistique, les avantages des Ukrainiens. Donc, comme j'ai dit avant, l'avantage des Ukrainiens, c'est qu'ils ont la possibilité de toucher les bases arrières russes. D'autant plus maintenant,
les Occidentaux commencent à donner des missiles de plus en plus, en ayant de plus en plus de longue portée. Donc notamment, il y a des missiles de croisière de conception française et anglaise qui sont donnés, qu'ils ont réussi à adapter sur des MiG-29, qui sont des avions normalement de conception soviétique. Donc normalement, ces missiles-là sont pas censés aller sur ce genre d'avion, ils sont censés aller sur des avions occidentales, type F-14 ou F-16. Ouais, là, ils ont réussi à les adapter. Et donc ces missiles-là arrivent à toucher les bases d'approvisionnement loin dans la profondeur. Notamment ces derniers temps, il y a eu des frappes importantes sur Berdiansk, ou aussi sur Louhansk, qui est donc tout au nord du front, sachant que Louhansk était une des zones les plus épargnées aujourd'hui, puisque donc Louhansk au début de l'invasion était juste à l'islet du front, et en fait le front s'est énormément décalé vers le nord pour Louhansk. Il y a des une grande partie de territoire qui ont été prises par la Russie, et donc Louhansk s'est retrouvé à une centaine de kilomètres du front, donc pratique pour les Russes pour mettre leur base, pour mettre beaucoup d'entrepôts logistiques, entrepôts de carburant, choses comme ça. Sauf que maintenant, avec les nouveaux missiles, donc Storm Shadow, les Ukrainiens arrivent à taper ces entrepôts-là, et encore une fois, on a vu énormément d'explosions dans la ville, et l'approvisionnement logistique de la Russie est quasi impossible à ces endroits-là. Ils se font toujours tout taper, et du coup, ils peuvent pas massifier leurs points logistiques. Ils doivent s'étaler le plus possible, avoir que des petits entrepôts partout. Leurs entrepôts, ça doit pas être plus grand qu'une maison, et ça complique d'autant plus leur tâche pour gérer la contre-offensive en cours. Deuxième point, il y a les défenses anti-aériennes, donc occidentales, qui est très efficace. Donc il y a aujourd'hui, il y a à peu près plus de 90% des missiles et des drones qui sont interceptés. Donc à l'inversement, en fait, ça permet aux Ukrainiens, eux, de ne pas se faire taper leurs entrepôts, en sachant que ils ont quand même mis leurs plus gros entrepôts sont quand même à l'ouest de l'Ukraine, le plus loin possible du front, pour éviter justement que certains missiles puissent les taper, puisque plus le missile est loin, plus il est facile à être détecté par les radars, plus il est facile à intercepter. Bon, évidemment, c'est que 90%, c'est pas toujours il arrive encore que des missiles passent et tapent des entrepôts logistiques ukrainiens, mais c'est largement plus faible que ce qu'on peut voir de l'autre côté. Donc c'est beaucoup moins un problème pour eux que ce que ça peut être pour la Russie. Ensuite aussi, ils ont affecté énormément de personnes à la logistique. On estime qu'il y a environ 250 000 personnes qui gèrent la logistique de la contre-offensive pour environ 55 000 militaires. Donc ça fait 4 personnes pour la logistique, donc que ce soit pour l'approvisionnement, comme je vous dis. Donc bon, après approvisionnement c'est large aussi, c'est la fabrication d'obus, le transport de troupes, transport de nourriture, transport de munitions, réapprovisionnement du carburant. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses. Et donc l'avantage, c'est qu'ils ont aussi une fourniture donc en armes importantes, et surtout des armes très précises qui sont fournies par les Occidentaux. Bon, maintenant par contre, la faiblesse des Ukrainiens. Ils ont des matériels, donc le matériel occidental qui est super hétéroclite et pas du tout intercompatible. Puisque donc les Américains donnent quelques chars, donc par exemple comme les Bradley ici, les Allemands donnent des chars Léopard, les Français donnent des canons César, mais ces équipements entre eux ne sont pas interopérables. C'est pas le même type de munitions, c'est pas les mêmes pièces détachées, rien ne fonctionne pareil, des fois c'est pas le même carburant, les chenilles sont pas à la même dimension, enfin en gros rien n'est compatible. Donc en fait tu peux pas prendre des pièces détachées de l'un pour aller approvisionner l'autre. Donc il te faut des pièces détachées pour tout. Il te faut de l'essence des fois différente entre les différents blindés, et il te faut des munitions différentes, c'est pas les mêmes. Donc ça complique d'autant plus la tâche.
des Ukrainiens qui doivent savoir en permanence où se trouve tel matériel, comment approvisionner tel matériel, parce que, comme je l'ai dit au début, votre char ou votre canon César, s'il a pas d'obus et s'il a pas d'approvisionnement, si vos unités ils ont pas à manger, ça ne sert strictement à rien. Ici, le gros problème, c'est principalement la maintenance. Pareil, parce qu'il faut les pièces détachées différentes pour tout le monde. Il faut aussi que vos techniciens soient formés à réparer tous les différents chars, en sachant qu'ils n'ont pas d'expérience dessus. Ces chars-là, ils viennent de les recevoir que depuis quelques mois, et il faut savoir comment fonctionnent les différents chars. Et en plus, ces chars-là sont pas mal dotés aussi de technologies qui posent des fois problème. Un peu comme vous avec nos voitures, quand l'électronique fonctionne pas, le char il fonctionne pas. C'est comme dans nos voitures, c'est pareil. Des fois, quand l'électronique bug, ça n'avance plus. Et voilà, ils ont exactement le même problème. Donc c'est des chars très sophistiqués qui fonctionnent très bien quand ils sont bien soutenus et quand ils ont une logistique importante. Mais là, est-ce que la logistique va réussir à suivre? Est-ce que ils vont pas se retrouver avec des chars en panne, obligés d'abandonner les chars et tout? Et c'est possible, malheureusement. Donc ça va être compliqué. En plus, l'approvisionnement aussi, il dépend quasi exclusivement du bon vouloir des Occidentaux. Aujourd'hui, toutes les armes que possède l'Ukraine, donc elle possédait de nombreux stocks d'armes soviétiques lorsqu'elle faisait partie de l'Union européenne, mais ces stocks-là tendent à baisser de plus en plus, et donc ils deviennent de plus en plus dépendants du réapprovisionnement des munitions par les Occidentaux. Donc certains pays de l'Est peuvent leur fournir aussi leur ancien stock soviétique, mais pareil, là c'est en train de complètement baisser, et les Occidentaux aussi ont du mal à suivre la cadence, puisque en gros l'industrie des pays occidentaux était pas forcément prête non plus à une guerre de haute intensité aussi forte, et donc aujourd'hui les usines ont du mal en fait ils n'arrivent pas à suivre. En fait, il y a beaucoup plus d'obus qui sont utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, on tape dans les stocks, mais on n'arrive pas à fabriquer autant d'obus pour continuer à réapprovisionner. Donc, ce qui peut poser problème à un moment à l'Ukraine, qui peut se retrouver sans munitions, ou alors pas non plus sans munitions, mais pas des munitions assez suffisantes pour pouvoir vraiment mener une grande offensive et pouvoir enfoncer les lignes russes. Et enfin, il n'y a pas ou peu de préparation possible des engins sur place. Donc s'ils sont endommagés, il faut des pièces de rechange, mais soit il faut renvoyer les équipements vers l'Europe, et donc ce qui est d'autant plus problématique. Un dernier point aussi qui a là, donc qui fonctionne pour l'Ukraine, mais qui est aussi bien une faiblesse pour les Russes, c'est aussi que aucun des deux belligérants n'a la suprématie aérienne. Donc il est très difficile d'utiliser les hélicoptères pour le réapprovisionnement logistique, parce que il y a énormément de systèmes anti-aériens courte portée des deux côtés, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien. Or, pour vraiment avoir une logistique grâce aux hélicoptères, il faut que les hélicoptères se posent très près du fond, notamment pour faire des évacuations aussi aériennes, pour évacuer des blessés, réapprovisionner des armes, comme ça. Et c'est quasi impossible. Les hélicoptères qui font ça se font abattre, notamment on a pu voir, il y a eu pas mal de missions comme ça au tout début de la guerre, lors du siège de Mariupol. Il y avait des hélicoptères ukrainiens qui allaient réapprovisionner Azovstal, mais malheureusement pour eux, de nombreux hélicoptères se sont fait abattre en vol par les Russes, qui avaient de quoi défendre. Donc ça, c'est un atout qui peut être bien important d'avoir les hélicoptères. Certains combats tels qu'on a vu en Irak ou en Afghanistan étaient très largement utilisés par les Américains, et ça a prouvé leurs efficacités. Mais pour ça, il faut avoir la supériorité aérienne totale et être sûr de pas se faire taper ces hélicos, sinon ça sert plus à rien. Donc ensuite, voyons les avantages des Russes. Donc
l'un des principaux avantages, c'est que les zones occupées donc aujourd'hui par les Russes donc sont frontalières de la Russie occidentale. Donc c'est plus facile de réapprovisionner directement, il n'y a pas vraiment d'obstacle. La frontière russe d'avant-guerre des fois se trouve loin maintenant du front, donc à plusieurs centaines de kilomètres, environ 150 ou 200 maximum. Donc ce qui fait que les Russes peuvent facilement entrer avec des camions dans les zones occupées pour réapprovisionner. Donc ça vraiment ça c'est très utile et ça leur permet bien quand même de pouvoir se développer. D'autant plus que du coup lorsqu'il y a eu des frappes un peu en profondeur, les Russes du coup peuvent aussi un tout petit peu reculer en fait leur ligne d'approvisionnement. Alors certes c'est un peu moins bien, il faut un peu utiliser un petit peu plus de pétrole, mais comme ça en reculant plus ta ligne d'approvisionnement en Russie propre, bah, tu es moins soumis aux attaques, tu peux là aussi avoir des entrepôts plus gros, plus importants, et sans avoir le risque de te faire taper. Bon, il y a quelques drones qui arrivent à passer sur de très grandes longueurs à la Russie, mais bon, ça reste marginal. L'un des gros avantages aussi, bah, c'est que la Russie, c'est un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Donc ils ont, eux, leur propre approvisionnement de pétrole, ils dépendent de personne. Donc ça, c'est facile. Et ils en ont énormément. Je veux dire, vous pouvez leur taper des dizaines et des dizaines d'entrepôts de pétrole, c'est pas grave. Eux, il y a pas de problème. Ils ont de la réserve, il y a pas de souci. Donc ça, ils peuvent faire fonctionner les véhicules blindés. Aucun souci pour ça. Et la nourriture aussi, pas de problème. La Russie possède de très vastes plaines et toujours est autosuffisante et exportateur de nourriture depuis très longtemps. Donc là-dessus, pour eux, niveau approvisionnement, pas de problème. Autre point, donc ils ont eux, à l'inverse du côté des Ukrainiens, c'est qu'ils ont un matériel totalement homogène. Ils ont tous les mêmes chars répliqués. Allez hop, il y a 2000 T80, 2000 T60, c'est tous les mêmes, ça utilise les mêmes obus, les mêmes pièces détachées. S'il y a un des chars par exemple qui a une chenille cassée, eh ben on peut le remplacer par une autre. C'est facile, il y a du stock. En plus, ce sont des chars assez rustiques. Donc bon, c'est sûr que pour les opérateurs dans le char, c'est peut-être pas très très confort. Mais en attendant, c'est super facile à réparer. Bon, ça tombe souvent en panne, mais ça se répare facilement. Les opérateurs de char arrivent eux-mêmes à les réparer. Ils n'ont pas besoin non plus de techniciens ultra qualifiés, choses comme ça, pour eux-mêmes réparer les choses. Donc, ce qui est quand même un avantage logistique important. Et enfin, bah, les Russes, ils ont eu le temps aussi de préparer la contre-offensive ukrainienne. Ils se sont fortifiés. Ils ont mis en place des tranchées un peu partout, ils ont un réseau logistique bien géré, il y a des tunnels entre différents points, donc pour éviter par exemple que si les routes sont bombardées, ils peuvent continuer à réapprovisionner les tranchées grâce à des tunnels, des choses comme ça. Donc ils sont fortement préparés, donc ça je pense que pour l'Ukraine, ça risque d'être effectivement un petit peu compliqué cette offensive d'un point de vue logistique. Bon, par contre, la faiblesse des Russes, bah ils ont une protection anti-aérienne qui est assez poreuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les Ukrainiens sont capables de frapper dans la profondeur, donc bah vous pouvez pas trop avoir de grosses concentrations non plus de troupes, de pétrole ou autre, parce que bah, sinon ils vont tout vous détruire d'un coup. Donc, comme je disais tout à l'heure, sinon le pont de Crimée, bah, c'est une cible pour les Ukrainiens, alors que c'est indispensable à la Crimée, et c'est indispensable pour les Russes, et puis bah, les Ukrainiens vont être obligés, vont vouloir le taper, et donc pour le moment, comme je disais, il est encore en partie opérationnel, et ce serait pas étonnant qu'avec l'approvisionnement de nouveaux missiles qui ont été donnés à l'Ukraine, notamment les Storm Shadow, qui puissent totalement détruire ce pont, ce qui impacterait fortement la logistique russe.
Et donc voilà ce que je peux vous dire donc de la logistique pour cette contre-offensive. Donc évidemment, la logistique va être un point clé si l'Ukraine veut reprendre son territoire. Mais en conclusion, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la logistique, elle est toujours plus compliquée pour l'attaquant que pour le défenseur. Donc on l'a bien vu dans la première phase de la guerre, l'Ukraine défendait et a réussi à détruire la logistique à l'arrière de l'offensive russe. Et donc maintenant que c'est l'inverse, que c'est l'Ukraine qui est à l'attaque, et bien c'est elle qui va avoir plus de problèmes logistiques à gérer, et donc les Russes qui cherchent évidemment à en profiter, et puis d'autant plus que je pense qu'ils ont tiré la leçon de ce qui leur est arrivé eux-mêmes il y a un peu plus d'un an. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter sur la logistique de la guerre en Ukraine. Donc c'est une affaire à suivre puisque la contre-offensive vient seulement de commencer, hein, et il est fort probable qu'elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc c'est à voir. Est-ce que les Ukrainiens vont réussir à bien réapprovisionner leurs troupes à temps, à avoir les obus aux bons endroits, et à percer les lignes russes. Enfin, c'est une affaire à suivre, mais je pense donc probablement on en reparlera dans un prochain épisode de Géopolitica. Donc merci à tous d'avoir visionné ce live, et puis bonne soirée à tous. Salut.